subversive, créatrice, avide de la connaissance de soi et des autres, celle-là même de l'homme moderne, libre, porté par la volonté d'une résistance morale, capable de récuser les illusions et les faux semblants. Du fond des étroites rues, les autos filaient dans la clarté des places sans profondeur. La masse sombre des piétons se divisait en cordons nébuleux. Au point où les droites plus puissantes de la vitesse croisaient leur hâte flottante, ils s'épaississaient, puis s'écoulaient plus vite et retrouvaient après quelques hésitations leur pouls normal. L'enchevêtrement d'innombrables sons créait un grand vacarme barbelé, aux arêtes tantôt tranchantes, tantôt émoussées, confuse masse d'où saillait une pointe ici ou là, et d'où se détachaient comme des éclats, puis se perdaient des notes plus claires. À ce seul bruit, sans qu'on en pût définir pourtant la singularité, un voyageur eût reconnu les yeux fermés qu'il se trouvait à Vienne, capitale et résidence de l'Empire. Une vie, une œuvre. Robert Musil, Un homme sans qualité, par Jean Dève et Jean-Claude Loiseau. Nous venons de quitter la Langstrasse et nous enfonçons dans ce qu'on pourrait appeler l'émigration intérieure de Musil, qu'il a vécu ici dans cette rue. Oui, Musil a vécu dans la Razumowski Gasse de 1921 à 1938, date à laquelle il a quitté l'Autriche pour partir en exil en Suisse. Nous avons d'ailleurs une plaque commémorative sur cette maison où il est écrit « Ici vivait et écrivit de 1921 à 1938 le romancier Robert Musil, né en 1880 à Klagenfurt, mort en 1942 en exil à Genève. » Musil n'a pas vécu de 21 à 38, n'a pas toujours vécu. Il a gardé cet appartement, mais il a fait plusieurs séjours prolongés à Berlin. Berlin, qui le fascinait par toute son ambiance littéraire, théâtrale. Et il avait l'impression, d'abord il voulait aussi se trouver près de son auditeur Revolt, pensant par là qu'il aurait plus facilement des avances et que la vie lui serait plus facile. Il quitta Berlin en 1933, après la montée du nazisme, disant qu'il ne pouvait pas vivre dans cette atmosphère de folie et de... Par la Hongrie, il s'est rendu à nouveau à Vienne, qu'il ne quittera qu'en 1938. Oui, dans cette rue s'est déroulée l'émigration intérieure dans la mesure où il s'est enfermé avec Martha dans cet appartement que nous allons visiter. Oui, dès 21. Dès 21, mais enfin ce qui a toujours beaucoup impressionné les visiteurs qui venaient lui rendre visite, il avait son bureau, c'était la dernière pièce de l'appartement était en enfilade et c'était une pièce dont les murs étaient recouverts de livres. Et quand les visiteurs se rendaient chez lui, il disait « ce n'est pas vraiment ma bibliothèque, ce sont les livres qu'on m'a envoyés pour des critiques. » Et alors il avait un bureau qui donnait sur les deux fenêtres qui étaient en angle. C'est-à-dire il avait le dos au mur et que quand un visiteur venait, il l'avait toujours de face. Nous allons entrer à la fois dans l'immeuble et dans l'appartement. Wissen Sie, ob wir in eine Wohnung, wir machen eine Sendung für eine französische Rundfunkanstalt. L'homme sans qualité dont il est question dans ce récit s'appelait Ulrich. On a déjà laissé entendre qu'il était mathématicien, et il n'est pas besoin d'en dire davantage à ce sujet pour l'instant. En effet, dans toute profession, pourvu qu'on l'exerce par amour et non pour de l'argent, arrive un moment où les années qui s'accumulent paraissent ne plus mener à rien. Après que ce moment eut quelque peu traîné en longueur, Ulrich se rappela qu'on accorde au pays natal le mystérieux pouvoir de rendre à la réflexion des racines et un terreau. Et il s'y installa, avec les sentiments d'un promeneur qui s'assied sur un banc pour l'éternité, tout en pressentant déjà qu'il ne va pas tarder à le quitter.
pour moi, je crois que c'est un auteur vraiment complètement tragique. Volker Schlöndorff. De plus en plus isolé, même enfin le peu que j'en sais sur la scène littéraire ou même mondaine de Vienne, était complètement homme à part. À force de vouloir rester ouvert pour toutes les options, perdait le contact avec tout le monde et s'enfermer dans ce livre où, moi, je n'ai pas trouvé la clé, comment dire, la direction, le sens où il allait. Alors, ces personnages sont là, finalement, sans aucune structure dramatique, sans aucune progression dans le récit. Et ils arrivent tous presque à un point d'arrêt où ils sont comme suspendus dans le temps et dans l'espace, comme lui-même. C'est peut-être ça la fin d'une époque ou d'une culture. J'aimerais bien vous entendre nous raconter l'homme sans qualité. Ah là là, impossible à raconter, voilà bien la difficulté. Moi, je l'ai lu comme un roman qui commence comme une vraie histoire qu'on raconte. Un homme dans la quarantaine sort de chez lui pour aller dîner en ville, puis revient, commence à travailler le matin, reçoit sa maîtresse, et puis ça ne continue pas sur le plan du récit. Il commence à se lancer dans des essais. Il y a des personnages qui entrent, qui ne vivent que partiellement et pour le reste sont porteurs d'idées. Ça, c'est tout le côté Diotima, la société pour réformer le monde. Alors là, je me perds complètement. Et d'un coup, apparaît un personnage qu'on n'a jamais mentionné avant, qui est sa sœur Agathe, qui remplace un peu la Clarisse d'avant. Et on voit d'un coup que cet homme qui semble un intellectuel pur, dans le sens qu'il ne joue qu'avec des idées, est complètement perdu, a complètement perdu prise avec sa sensualité et avec son monde affectif. Et cette image de la sœur grandit, devient son obsession, sa maîtresse virtuelle. Et là, il ne peut pas écrire plus loin et le roman se perd dans des méandres et des méandres. Voilà, alors c'est pas un jugement parce que c'est extrêmement touchant, mais on a l'impression que c'est un écrivain qui n'est pas arrivé au bout de son livre, comme son personnage n'est pas arrivé au bout de la vie. Pourquoi, je n'en sais rien. Et à un certain moment, je m'en suis détourné comme d'une lecture dangereuse. C'est à perdre la raison. C'est un roman proprement sur quelqu'un, je crois, qui a voulu résoudre les grandes questions esthétiques et éthiques dans un seul roman et qui a perdu la tête, et j'avais pas envie de lui suivre sur cette voie. C'est vrai que c'est une expérience qui ne se laisse pas tellement définir, mais précisément parce que l'indétermination et l'indifférence lui sont essentielles. Jean-Pierre Cometti. Et lui sont essentielles dans une phase qui est une phase, on peut dire, préparatoire, dans le roman, je veux dire. Lorsque Ulrich, justement, décide en quelque sorte d'assumer cette condition d'homme sans qualité, qui est la sienne, et qui, vous vous en souvenez, lui est en quelque sorte révélée par l'expression qu'emploie son ami Walter lorsqu'il dit à sa femme, au fond, Ulrich n'est qu'un homme sans qualité. Bon, je crois que Ulrich assume cette condition, et c'est à ce moment-là qu'il dit lui-même se mettre, si on se souvient, en congé ou en vacances de la vie. Et c'est dire précisément que dès ces instants-là, à partir du moment où cette décision, peut-être la seule qu'il prenne à ce moment-là, est prise, alors tout entre dans une dimension d'indétermination, une dimension qui est la dimension de l'essai. Il assume également cette dimension-là qu'il avait tenté dans 3 essais pour devenir grand homme, quelque chose comme ça. Et alors, ce qui fait que, évidemment, le cheminement d'Ulrich
devient extrêmement indéterminé et flou. À la limite, il ne s'agit pas du tout d'un cheminement, puisque, au fond, ce que Ulrich assume de la sorte, c'est une ouverture parfaitement radicale et indéterminée au possible, d'où le chapitre 4 de L'homme sans qualité sur le sens du réel et le sens du possible. Mais dans l'économie de l'ouvrage, c'est cette expérience-là qui aboutit à ce qui se fait jour dans la deuxième partie, dès l'instant où Ulrich retrouve sa sœur Agathe, et où alors on entre dans une phase qui est une phase différente, et avec l'autre état, au cœur même de ce qui à ce moment-là se cherche et ne se trouve peut-être pas. Il existe un état de l'homme qui est radicalement opposé à celui de la connaissance, du calcul, de l'activité finalisée, de l'estimation, de l'exercice de pression, du désir, ainsi qu'à l'angoisse primaire. Il est difficile à qualifier. Je me contenterai de l'appeler l'autre état. Dans l'état qui lui est opposé, la pensée et le désir semblent se confondre. Joël Rossier, je viens de vous lire un passage des journaux de Robert Musil. Passage où il aimerait au fond développer son idée de l'autre état qui est au centre de l'homme sans qualité. Est-ce que vous pourriez, vous, essayer d'éclairer cette notion de l'autre état? Oui, on pourrait l'éclairer d'un certain côté en disant que, d'abord, comme il le dit lui-même à plusieurs endroits, que ce n'est pas un état, disons, inconnu. C'est un état, au contraire, même qui est connu par tout le monde. C'est un état d'intense réceptivité, on pourrait dire, dans lequel il semble qu'un monde ou une possibilité d'être au monde s'ouvre. Donc, qui est radicalement contre la connaissance. Oui, c'est ce qu'il dit, contre la connaissance, contre l'idée de finalité. Ça n'a pas de finalité ni de connaissance. Ça sert simplement à être là et à vivre, simplement. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'autre état, ou bien l'habiter, serait le lieu de la folie qu'il a beaucoup quand même observé ici à Vienne? Oui, il est... Moi, je penserais d'une certaine manière que la folie en serait, disons, la forme, le débordement de cet autre état. En serait l'aspect, disons, sombre. Clarisse savait maintenant qu'elle allait accomplir quelque chose de titanesque. Elle ne pouvait pas encore dire ce que ce serait, mais pour le moment, c'était la musique qui lui en donnait l'impression la plus intense. Elle espérait que Walter deviendrait un jour un génie plus sublime encore que Nietzsche. Pour ne rien dire d'Ulrich, qui n'apparut que plus tard, et s'était contenté de lui offrir les œuvres de Nietzsche en cadeau de mariage. Il y a dans la dissymétrie des trois boules que nous entendons, deux blanches et une rouge, quelque chose que l'on pourrait trouver aussi dans le langage que veut traiter Musil. Et un langage même qui va jusqu'à interroger la folie d'Alice, par exemple. Oui, l'aspect dissymétrique du langage de Musil, à mon avis, c'est comme ça du moins que je l'ai senti dans différents exemples, c'est que dans une même expression, par exemple, si on fait une description de quelque chose, on est, au bout d'un moment, on se rend compte que dans cette description, il y a des choses qu'on laisse aller, il y a des choses qu'on n'approfondit pas. Et tout le travail de Musil, très souvent, consiste à reprendre ces choses. Je me souviens d'un exemple très typique dans Grigia, dans cette nouvelle. Il décrit des vaches qui sont dans un champ et dans la montagne. Et il décrit une atmosphère tout à fait immobile. Et il termine en disant « Somme toute, il y avait beaucoup de mouvements ».
Et c'est tout à fait marrant parce qu'après, quand on analyse le texte, on se rend compte qu'à peu près toutes les 2 lignes, il y avait une idée de mouvement déjà à l'intérieur. C'est-à-dire, il disait les vaches ruminaient, par exemple. On avait l'impression qu'elles priaient. Et ensuite, il passe, ça, somme toute, il y avait beaucoup de mouvements. Et là, c'est sa manière de passer à autre chose. D'un seul coup, il se rend compte qu'il y a tout un pan de la réalité qui a échappé. Et il passe à autre chose et il se met, par exemple, à décrire les activités qu'ils avaient dans cette nouvelle. C'est assez étonnant. Non, nous allons essayer de parler sans question, parce que toutes les questions sont possibles à propos de vous et de Mouzil. Et néanmoins, j'ai l'impression que L'homme sans qualité, c'était vous, dans les années 50, lorsque vous avez découvert le livre de Robert Mouzil. Oui, c'est naturellement beaucoup dit de dire c'est vous, mais il est certain que par le hasard de la découverte un peu antérieure, alors que j'avais, je sais pas, 20 ans, 21 ans, j'étais sorti à peine de l'université de Lausanne, un de mes amis avait ce livre-là, me l'a prêté, et que j'ai tout de suite été bouleversé, enfin, d'autant que c'était la partie qui, moi, m'a toujours le plus touché, le plus intéressé, qui est la seconde partie, au fond du livre, celle par laquelle Musil avait le plus de chances de m'atteindre plus que la première. Quand vous dites, Philippe Jacotet, que la lecture de L'homme sans qualité vous a bouleversé, enfin, quel était le moment de ce bouleversement? Qui n'aurait pas été, ouvrant ce livre, et étant donné enfin, la passion que j'avais déjà pour la littérature, et notamment la littérature de langue allemande, qui n'aurait pas été saisi enfin, par un grand livre comme celui-là. Alors, est-ce que vous pourriez essayer de raconter ce livre? Disons qu'il y a eu un moment, pour simplifier les choses, puisqu'avec Musil, il faut toujours simplifier, même beaucoup, étant donné que c'est une œuvre à la fois vaste et dense, donc le problème est vraiment particulièrement difficile. Il y a eu quand même un moment dans l'esprit de Musil où le plan du livre a été assez précis. L'idée était de le situer dans un cadre d'une année, commençant en août 1913 et finissant en août 1914, les dates n'étant évidemment pas du tout du hasard, et racontant, au fond, l'aventure spirituelle d'un personnage central qui est l'homme sans qualité, qui est donc Ulrich, dans cette année-là. Et dans le plan qui était, à un moment donné, très rigoureux et qui correspondait à cet amour de la rigueur qu'avait le Musil ingénieur, le Musil mathématicien, il y avait 2 parties d'égale longueur, chronologiquement, c'est-à-dire qu'il y avait une première partie qui durait 6 mois, et qui est celle dont on a alors le texte définitif, celle qui est apparue du vivant de Musil, qui en a fait le premier tome, précédé d'ailleurs d'une introduction, dans laquelle essentiellement Ulrich se trouve mêlé à une aventure à laquelle il n'avait pas du tout songé, et mêlé par hasard en quelque sorte à ce qui est appelé par Musil l'action parallèle, c'est-à-dire une sorte de vaste organisation culturelle destinée à fêter, comme il se devait, l'anniversaire, les 70 ans de règne de l'empereur d'Autriche, pour faire pièce aux 30 ans de règne de Guillaume II, je crois que c'était, en Allemagne, qui devait se dérouler à peu près au même moment. Donc il s'agissait pour les organisateurs autrichiens, pour une fois, de faire mieux que leurs frères allemands, ce qui permet à Musil de peindre donc, dans toute cette première partie l'agitation, on peut dire, culturelle des milieux autrichiens autour de cette idée dont il faut, au fond, c'est une espèce de formule vide qu'il faut remplir, comme on a fait plus tard les années de la femme ou les années de l'enfant, Dieu sait quoi. C'est un peu la même chose, mais en beaucoup plus vaste, et ça lui permet de réunir un certain nombre de personnages représentatifs des différentes classes de la société et de peindre d'une manière ironique les efforts, au fond, de l'esprit à ce moment-là de l'histoire de la civilisation, pour trouver la grande idée qui va, au fond, éclairer, illuminer ce début du XXe siècle. Tandis que les travaux du concile ne laissaient pas entrevoir le moindre résultat concret, au palais du comte Leinsdorf, l'action parallèle faisait des progrès extraordinaires. C'était là que se nouaient les fils du réel. Ulrich y passait 2 fois par semaine.
Rien ne le surprenait davantage que le nombre de sociétés qu'il peut y avoir au monde. Il voyait s'annoncer des sociétés alpines et maritimes, des sociétés de tempérants et de buveurs, des sociétés tout court et des sociétés de chant. Ces sociétés encourageaient les aspirations de leurs adhérents et combattaient celles des autres. On en retirait l'impression que chaque homme devait faire partie d'une société au moins. Altesse, dit Ulrich confondu, on ne peut plus tenir cela comme on le fait d'ordinaire pour une innocente manie. Nous découvrons ceci de monstrueux, que tout homme, dans l'état organisé que nous avons inventé, fait encore partie d'une bande de brigands. Mais le comte Leinsdorf avait un faible pour les sociétés. C'est donc ça le premier volet de l'œuvre. Et ensuite, le second volet, donc, que Musil n'a pas réussi à terminer, dans lequel il a fini vraiment par se perdre, comme dans un labyrinthe dont il ne tenait plus le fil, commençait à partir d'un événement tout à fait précis, qui était la mort du père d'Ulrich, qui d'ailleurs annonce sa mort à son fils lui-même par télégramme, parce que c'est un homme qui est tellement précis qu'il a tout prévu, donc il y a un télégramme qui part signé en quelque sorte du défunt. Alors il se rend dans la ville où il a passé lui-même son enfance pour aller aux obsèques de son père. Et là, il retrouve une sœur jumelle dont il avait pratiquement pas oublié l'existence, mais enfin avec laquelle il n'avait plus eu aucun contact. Jeune femme qui s'était d'ailleurs qui s'était mariée et qui est séparée de son mari, qui vient donc pour la même occasion. Et là commence cette aventure dont Musil lui-même a dit qu'elle était comme une aventure aux limites du possible, qui est cet amour qui naît entre le frère et la sœur et qui alors renverse complètement le ton et la situation, puisque là, tout au contraire, le frère et la sœur vont s'enfermer loin de l'action parallèle est tout à fait oubliée, ou presque. Ils vont s'enfermer dans la maison d'Ulrich et dans le jardin, et c'est comme une île où peu à peu le temps et l'histoire vont être, par les deux personnages principaux, oubliés au profit d'une sorte de transformation du regard dont Musil pense qu'elle naît de ce que Charles appelait le désir, demeurer désir, c'est-à-dire cette tension qui ne va pas jusqu'à l'accomplissement, sinon dans un des états du roman que l'on possède, et qui est ce qu'il a appelé l'autre état, et qui est tout à fait au centre de sa réflexion, non seulement dans le roman, mais aussi dans d'autres œuvres et dans les essais. C'est-à-dire donc cet état de la conscience dans lequel les contraires finissent par se fondre et dans lequel chacun des personnages atteint une sorte d'extase hors du temps. Et somme toute, c'est évidemment, à première vue en tout cas, c'est aussi positif qu'était négative la première partie, puisque la première partie finalement permet à Musil au fond de balayer toutes les idéologies creuses dont il rassemble les éléments au sein de l'action parallèle. Et là, au contraire, cette expérience lui semble, à un moment donné au moins de sa recherche, la seule qui soit positive. Le problème étant évidemment que, comme lui-même le reconnaît à un moment donné, c'est un état qui ne peut pas s'inscrire dans le temps, donc qui ne peut pas durer, et qui égare finalement les protagonistes loin du monde réel, de telle sorte que pour ensuite rejoindre la vie quotidienne et rejoindre les autres, il y a une sorte de grande interrogation qui commence à se poser à Musil lui-même, d'autant qu'il travaille à ce moment-là très lentement. Le temps passe, donc les événements changent aussi. On va s'approcher enfin, il y a le nazisme qui va surgir, et puis ensuite il va continuer à travailler au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc le temps passe, le temps s'écoule, et je crois qu'on a le droit de dire que Musil ne sait plus très bien où il va et comment rejoindre en particulier ce qui avait été son idée originelle, retrouver tous les personnages de l'action parallèle dans une espèce de grande séance de clôture à la fin du livre, et puis on aurait donc débouché sur la déclaration de guerre et la mobilisation de 1914. Mais sortir de cette île, encore une fois, et descendre de cet état en quelque sorte d'extase, ce qu'il a appelé aussi la mystique diurne, pour retrouver le monde, pour retrouver l'histoire, pour retrouver ses personnages, ne lui a pas été possible, ce qui pose le problème donc de l'œuvre possible.
costumes, c'est-à-dire de tout le matériau, au fond, dont on dispose aujourd'hui, dont on ne disposait pas encore entièrement au moment où j'ai traduit le livre, et pour déterminer quel aurait pu être l'achèvement du livre, ou si les circonstances avaient été autres, ou je pense, quant à moi, si Musil lui-même avait été quelqu'un d'autre, je crois que même s'il avait bénéficié de circonstances meilleures, et s'il avait vécu plus longtemps, il n'aurait jamais achevé L'homme sans qualité. Wir haben nämlich gerade eine Sitzung, aber ich kann das kurz den Sitzungsteilnehmern mitteilen. Kommen Sie halt mal in Das ist nett. Danke. Ils ont juste une conférence. Alors nous nous trouvons maintenant dans l'appartement de Musil qui est tout en enfilade, c'est-à-dire qu'il y a un long couloir qui longe toutes les pièces. La première pièce est une petite cuisine, mais vraiment toute petite, et qui continue vers la pièce principale qui était le bureau de Musil. Es ist sozusagen eine unserer Forderungen des Schriftstellerkongresses zum Beispiel war Arbeitsbeschaffung. Donc dans la pièce qui était le bureau de Musil se trouvent certaines photographies. Où on voit Musil qui est assis à son bureau. Dans son dos, il y a toute une rangée de rayonnages avec des livres, beaucoup de livres. Malheureusement, sa bibliothèque est restée à Vienne quand il a quitté son appartement et a aussi disparu dans le bombardement. De la photo. Nous avons une photo là devant nous. À la fenêtre. Deux fenêtres. Sa pièce de travail, il y avait deux fenêtres, une qui donnait sur la Razumovsky-Gasse et l'autre qui donnait sur la Samgasse, où se trouvait le palais Zalm, qui était la demeure qu'il a utilisée comme modèle pour la demeure d'Ulrich. Donc il avait la description de ce petit palais d'Ulrich sous les yeux. Ces deux fenêtres qui étaient en coin ont joué un rôle aussi dans les œuvres préposthumes, puisqu'une courte nouvelle qu'il a appelée Réveil décrit cet endroit. Nous survenons à un moment tout à fait crucial dans la vie de Musil, car des écrivains autrichiens se réunissent en ce moment. C'est le groupe de Graz et mène une discussion très animée. Pour essayer de faire de l'appartement de Musil un musée. L'homme sans qualité, c'est donc bien cela, l'homme à qui fait défaut toute espèce de moi qui sait désormais, pour encore le savoir, que le moi est une fiction et qui par conséquent se découvre dans une sorte de dénuement face au réel. Mais c'est ce dénuement qui précisément permet une autre forme de rapport à la réalité qui... La perte du moi autorise le moi de la sœur. Oui, par exemple. Oui. Donc une autre communication avec le réel. Cette communication réelle passe, en l'occurrence dans le roman, par la communication avec la sœur, enfin le thème du double, etc. Alors, Ulrich n'est personne, mais quand même, il va à la rencontre de points d'incandescence absolue. Par exemple, il rencontre sa sœur devant le père mort. Oui. Ils sont parfaitement indifférents devant la mort de ce père. Je ne sais pas s'il faut... Hypothèse purement gratuite. Je ne sais pas il ne faut pas y voir une sorte de clin d'œil ironique. C'est la mort du père quand même, non ? La mort du père au sens freudien, enfin je veux dire avec les résonances freudiennes qu'on pourrait donner à toute cette scène du début du livre 2. Et aussi bien Ulrich que Agathe sont étonnamment libres à l'égard de cette mort. Je me demande s'il n'y a pas là quelque chose qui concerne de près la psychanalyse et l'attitude de Musil à l'égard de la psychanalyse. Mais sans que cela soit dit, bien sûr. Parce que leur indifférence, ce n'est pas une indifférence qui serait fondée sur des sentiments d'animosité, ou de... Je ne sais pas, enfin... Cette indifférence, ils la vivent dans le jeu. Ils se déguisent en Pierrot, enfin, etc. Il y a quelque chose de tout à fait étranger dans ces scènes à tout ce que la psychanalyse peut nous suggérer autour du thème de la mort du père. Alors,
Alors, selon vous, par où passe l'autre communication? Disons que dans tout cela, il s'agit pour Ulrich, pour l'homme sans qualité, à partir du moment où justement la sœur est retrouvée, d'une certaine façon de se retrouver, mais de se retrouver dans l'autre. Et la figure privilégiée de l'autre, c'est effectivement la sœur en tant que sœur jumelle. Le thème de la gémellité est absolument fondamental, donc l'autre en tant que soi. Mais en même temps, d'où le débordement, si je puis dire, sur l'autre état, l'autre en tant que le réel, avec cette sorte de tentative de passage de l'intériorité dans l'extériorité, mais il n'y a plus d'intériorité, donc il n'y a plus non plus d'extériorité, et ce que nous continuons, enfin ce que nous appelions à l'instant communication, qui n'est peut-être pas tout à fait le meilleur terme qu'il faut employer, se conçoit justement dans cette sorte d'indistinction que d'ailleurs Ulrich lui-même, et Gilles dans ses journaux, rapproche très fortement de l'expérience mystique, où toute frontière est justement abolie. La mer en été et la haute montagne en automne sont les deux grandes épreuves de l'âme. Il y a dans leur silence une musique plus grande que toute autre chose de la terre. Il y a un bienheureux tourment dans l'impossibilité de régler son pas sur elle, d'élargir le rythme des gestes et des paroles au point qu'ils s'insèrent en elle. Les hommes ne peuvent s'accorder à la respiration des dieux. Vous ne pensez pas que c'est déjà le début d'un désordre, d'un inépuisement? C'est vrai. Pierre Paché. Enfin, cette partie s'intitule d'ailleurs Die Verbrecher, les transgresseurs, ce qui montre bien que l'écrivain était tout à fait conscient du désordre, en effet, qu'il introduisait dans la construction de son œuvre. Mais le titre montre aussi qu'il avait le sentiment de pouvoir dominer cette histoire même s'il a hésité jusqu'à sa mort. Après tout, très inopiné, il a hésité sur la direction finale. Mais cette histoire pouvait recevoir un traitement, il me semble. Évidemment, on est tenté, après coup, de lire les choses tout à fait autrement. Vous êtes content de Mouzil, je veux dire? Je sais pas. Ils découvrirent bientôt que s'ils le désiraient, ils pouvaient très bien ne pas quitter l'hôtel. Une large porte vitrée menait de leur chambre à un petit balcon sur la mer. On pouvait rester debout dans l'encadrement de la porte, sans être vu, les yeux tournés vers cet espace qui ne répondait jamais, à l'abri de l'enlacement. Une fraîcheur bleue où demeurait jusqu'après minuit la vivante chaleur du jour, comme une fine poussière d'or montée de la mer. Les corps, tandis que les âmes en eux restaient très droites, se trouvaient comme des animaux qui cherchent la chaleur. Alors, pour les corps, le miracle se produisit. Soudain, Ulrich fut en Agathe, ou Agathe en lui. Agathe, effrayée, leva les yeux. Cherchant Ulrich hors d'elle, elle le trouva au centre de son cœur. Et à cet instant, le frère et la sœur se regardèrent avec stupeur. Je voulais revenir sur le billard, puisqu'on voit les boules. Et je pense, par exemple, que l'autre état pourrait assez facilement être défini. Je me demande si lui-même n'a pas fait allusion à ça. Je me demande où j'ai lu ça réellement. Mais il était difficile de savoir, quand on va faire un coup au billard, s'il fallait analyser toutes les possibilités qu'il y a de la boule d'aller ici et là. On tomberait dans quelque chose d'infini, dans un chaos infini. Or, avec l'intuition, d'une certaine manière, ou avec, on pourrait appeler peut-être ça une forme d'autre état, mais d'autre état prospectif dans ce cas-là, on peut avoir la conviction intime que ça va marcher, et très souvent ça marche. Vous ne pensez pas que l'autre état établit une sorte de lenteur, justement, qui irait jusqu'à l'immobilité, où le coup serait inutile?
Oui, il y a une forme d'état contemplatif, ou Julien Gracq appelait ça les natures végétatives. Peut-être il y a un aspect comme ça. D'ailleurs, ces nouvelles, par exemple, comme celle dont je parlais tout à l'heure, Grigia et tout ça, sont des descriptions de ce type de relations au monde, qui ont à voir avec un grand sensualisme, c'est-à-dire à se laisser faire par le monde, à se laisser, je dirais, caresser par le monde. Et c'est ça l'idée, qui est absence de l'acte ensuite. On le voit dans L'homme sans qualité, la fin, je veux dire, l'acte Ulrich Agathe, l'acte d'amour, n'est jamais réellement réalisé, et pourtant il est réalisé, on ne sait pas trop en fait si jamais il est réalisé. Qu'est-ce qu'il aurait fait réellement s'il avait terminé? Est-ce qu'il aurait fait réaliser l'acte ou pas? À mon avis, oui. À mon avis, oui, car je pense que par exemple dans Grigia, c'est tout à fait visible que l'acte prend à condition qu'il soit justement cette forme d'acceptation passive d'une réalité physique, d'un rapport au monde physique, peut être accepté dans cette optique-là avec l'idée de l'autre état, me semble-t-il. C'est comme quand on est comme il dit dans Grigia, on est dans la paume de Dieu. Si on est dans la paume de Dieu, alors on peut tout faire. Au contraire, même tout acte, justement, n'a que le but de la jouissance en soi, n'a même aucun but, on peut dire il est, un point c'est tout. Agathe et Ulrich seraient les deux boules blanches. Identiques. Est-ce qu'il y a une forme d'identité? Je ne sais pas. C'est parce que la question, moi, à mon avis, c'est qu'on s'est trompé sur Musil en voulant penser qu'il avait qui se rattachait au modernisme par une certaine vision de l'altérité, qui était d'ailleurs toute la partie la plus ennuyante de L'homme sans qualité, on peut le dire. C'est tout le début de L'homme sans qualité, qui est une forme de description de typologie. Et c'était son projet au départ. Je crois qu'il a cru à ce moment-là qu'avec le ratio, avec la rationalité, il pouvait décrire des types et en arriver à l'autre état, montrer de manière raisonnable que c'est une chose pensable, etc. Et puis ensuite, avec Ulrich Agathe, il y renonce. Il y renonce, mais pour revenir à l'altérité, Ulrich et Agathe, qu'ils soient semblables quand ils se croient dans la même tenue et tout ça, n'a pour moi, je pense, pas beaucoup d'importance parce qu'il ne s'agit pas de semblable puisqu'il n'y a plus de sujet. Il n'y a plus de moi-sujet. Donc, quel sens ça a? Oui, tous les individus sont pareils, on peut dire. On peut le dire, oui, à la manière de Musil, on peut dire tout le monde est pareil. Le reste, les petites divergences sont rien du tout, n'ont pas d'importance. Pourquoi L'homme sans qualité est-il devant l'inceste et devant la folie? Comment est-ce que vous comprenez cela par rapport au premier volume? Je pense que, donc on sait que Musil avait eu une sœur qui est morte très jeune, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas, en tout cas pas là prétendre qu'il y ait eu un modèle, sinon inconscient, mais enfin un modèle dans la réalité, bien entendu. Mais en fait, toute l'histoire est la transformation d'une autre histoire qu'il raconte, qu'il attribue à Ulrich dans l'introduction, c'est-à-dire la première aventure amoureuse d'Ulrich alors qu'il est encore militaire, puisqu'il fait 3 tentatives pour devenir un homme important, qui sont la carrière militaire. Et il faut dire entre parenthèses que Musil a été un officier, et qu'il aimait certainement l'armée, et qu'il a été un bon officier, un bon soldat pendant la guerre de 14. Donc il y a cette tentative-là, et puis il y a la tentative de devenir un ingénieur et celle d'être un mathématicien. Et alors, dans la période militaire, il éprouve une grande passion pour la femme d'un officier, enfin, si je me souviens bien, major, je crois que c'est la majoresse. Et il raconte cette histoire d'amour dont il dit qu'elle n'a eu tellement d'intensité que parce qu'elle n'a pas été accomplie, une fois de plus. C'est-à-dire que c'est ce qu'il appelle la Fernliebe, l'amour à distance, et que justement l'autre état, la transformation de son regard sur le monde, lui a été ouvert à partir de la fuite loin de cette femme. Et sans doute est-ce le choix de l'inceste, est-il là précisément pour rendre encore plus aiguë à la fois la tentation et la séparation qui donc est maintenue et n'est pas maintenue selon les versions. Je veux dire que dans la partie posthume du roman, il y a donc tout un chapitre qui s'appelle « Voyage au paradis », mais qui est un chapitre, je crois, des années 20, donc pas très tardif dans le travail de Musil sur L'homme sans qualité, où il imagine l'inceste accompli. Donc le frère et la sœur vont se réfugier dans une île qui n'est plus seulement l'île symbolique de leur parc au milieu de la ville, mais une véritable île de l'Adriatique.
Et là, l'inceste s'accomplit et aboutit à une sorte de désespoir, enfin, dans l'échec de... Et puis, il est certain que parmi les qui sont le sommet du roman, enfin, à la fois les plus beaux et les plus denses, il y a ce qu'il appelle des conversations sacrées, c'est-à-dire qu'au fond, les deux, le frère et la sœur, parlent de l'amour, mais ne le font pas d'une certaine manière, et que c'est dans ces moments-là, donc dans ce non-accomplissement, que une sorte d'état poétique suprême est atteint. Nous sommes à Vienne, à la Bibliothèque nationale, devant les manuscrits de Robert Musil. C'est un peu comme si les personnages se répandaient sur la table. Personnages d'Ulrich, d'Agathe, personnages de Törlès également, dont nous avons le manuscrit sous les yeux, avec Daiger. Vous voyez, nous avons ici devant nous, sous nos yeux, un chapitre du tome 2 de L'Homme sans qualité, le journal d'Ulrich. Ulrich Tagebuch, ce sont des grandes feuilles de format DIN A4, à petits carreaux. Alors, il y a une structure de la page, une structure où le plein aussi regarde le vide, c'est-à-dire il y a une colonne très pleine, très serrée, très écrite, et une marge blanche à la droite du texte. Dans lequel il fait ses remarques et ses corrections. Il note ses mécontentements. Et Musil était quelqu'un qui n'était jamais satisfait de ce qu'il écrivait. Il fallait toujours qu'il reprenne. Il y a des chapitres de L'Homme sans qualité qui ont été réécrits au moins 6 ou 7 fois. Il aimait aussi beaucoup jouer avec les couleurs, le contraste des couleurs, pour s'aider dans ses corrections. C'est là où on rencontre son esprit finalement très scientifique. Il utilisait beaucoup les chiffres pour faire des rappels. Et même les ratures de Musil sont géométriques. Là, c'est un peu comme si nous regardions un Malevich ou un Mondrian. Oui. Vous aimez l'écriture de Musil? Oui. Oui. Fine, élégante, serrée. C'est une écriture... dans ses premiers cahiers qui étaient relativement faciles, qui est facile à lire, malheureusement à la fin de sa vie, ça devient de plus en plus difficile à déchiffrer. Là, il faut vraiment déchiffrer. Mais ses premiers cahiers, l'écriture est agréable. C'est une écriture, vous voyez, très équilibrée, très bien formée. Il s'excuse de nous avoir dérangé là. Nous cherchons un des personnages de L'Homme sans qualité, Ulrich ou bien Clarisse. Je pense qu'on va peut-être d'abord se pencher sur Ulrich, qui est quand même le personnage central du roman, autour duquel tout se joue. Et là, nous avons un passage qui s'appelle le journal d'Ulrich. Oft dachte Ulrich, dass alles, was mit Agathe erlebe, eine... Souvent, Ulrich pensait que tout ce qu'il éprouvait avec Agathe n'était qu'une suggestion mutuelle, explicable uniquement si l'on imaginait qu'un destin exceptionnel les avait élus. Oui, la page du manuscrit que nous avons sous les yeux diffère un peu du texte final. Et là, dans cette page... Vous voulez dire que Jacques Coetzee corrige un peu le texte de Musil? Non, ce n'est pas... Donc, ce manuscrit n'est certainement pas la version définitive de ce chapitre. Il parle ici de la sœur jumelle siamoise. Dans le texte allemand, ici, nous avons... Oft dachte Ulrich, dass alles, was mit Agathe erlebe, eine wechselseitige Suggestion und nur unter dem Einfluss der wechselseitige denkbar wäre. Là, j'ai le texte, je vais vous aider si vous voulez bien. Tantôt ce destin leur apparaissait sous le signe des Siamois, tantôt sous celui du règne millénaire, de l'amour séraphique,
des mythes de l'expérience concave du monde. Il y a beaucoup de choses là. Les deux personnages, Ulrich et Agathe, finalement, sont des personnages vraiment très importants dans L'homme sans qualité. Ce sont eux ce sont les piliers, si on peut dire, de tout le roman. Et Musil a travaillé sur ces personnages depuis très longtemps, surtout à partir des années 1908, date de sa rencontre avec Martha, qui deviendra sa future femme. Et Martha se retrouve beaucoup dans le personnage d'Agathe. Et il y a toute cette utopie que nous retrouvons ici dans ce texte du règne millénaire, de cet amour séraphique. Il était à la recherche d'un amour, comme le terme le dit, d'un amour séraphique, loin de toutes les contingences du monde, où il pouvait vivre cet autre état. Et le café Muséum, où Robert Musil venait très souvent, et où, dit-on, il aurait eu l'idée de la cacanie. À l'intérieur... On s'en va, mettons une journée, même pas, on va dans un lieu différent, quelques minutes. On a l'impression d'avoir vécu quelque chose, d'avoir un temps qui s'est élargi. Je pense que c'est à partir de ce type d'expérience qu'on peut... Au fond, il est peu d'hommes qui sachent encore, dans le milieu de leur vie, comment ils ont bien pu en arriver à ce qu'ils sont, à leur distraction, leur conception du monde, leur femme, leur caractère, leur profession et leur succès. Mais ils ont le sentiment de n'y plus pouvoir changer grand-chose. Ils adoptent l'homme qui est venu à eux, dont la vie s'est acclimatée en eux, son destin est leur mérite ou leur malchance. Vienne et le café Muséum, où Robert Musil venait très souvent, et où, dit-on, il aurait eu l'idée de la cacanie. À l'intérieur du café Muséum se trouve une autre salle avec des joueurs d'échecs. Joël Roussier. Donc c'est un peu le temps qui est devant nous. Des pièces posées sur le temps. Oui, on peut dire que c'est des pièces posées sur le temps, mais un temps particulier. Je pense que en l'occurrence, c'est les échecs, c'est un temps stratégique. Et or, je ne pense pas que la stratégie intéressait beaucoup Musil, à mon avis. Il s'intéressait peut-être à la tactique, peut-être à la manière rapide d'obtenir quelque chose, mais non pas à la stratégie à long terme. Car pour avoir la stratégie, il faut avoir des buts. Or, la question musilienne, c'est justement d'être débarrassé des buts, des finalités. Donc, comme il n'a pas de but, je ne vois mal comment il pouvait réellement s'intéresser à l'échec. Robert Musil disait à propos du temps que le temps n'était pas forcément une longueur, mais surtout une largeur. Et quand on regarde ces joueurs d'échecs, effectivement, on les voit confrontés plutôt à un temps qui s'élargit et qui va vers davantage de lenteur, que l'on retrouve grâce à l'autre état de l'homme sans qualité. Je ne pense pas dans le temps, par exemple, de l'ennui. L'ennui, par exemple, qui serait pour moi dans un temps de longueur. L'ennui est un temps où le temps s'allonge, mais il ne s'élargit pas. Tandis que dans les questions des émotions, il suffit par exemple de faire un voyage. C'est tout à fait simple. On est un peu ennuyé, on s'en va, mettons une journée, même pas, on va dans un lieu différent, quelques minutes. On a l'impression d'avoir vécu quelque chose, d'avoir un temps qui s'est élargi. Je pense que c'est à partir de ce type d'expérience qu'on peut comprendre justement ce qu'il veut dire par élargissement du temps. Est-ce que vous pensez que l'immobilité de Musil a permis un certain nombre de directions romanesques assez contradictoires? Par la support d'autres, vous voulez dire que lui? On parle beaucoup maintenant de la dernière, de la nouvelle édition de L'homme sans qualité, avec toutes les variantes. Oui, et ça c'est le problème qui se pose aux traducteurs et aux éditeurs de Musil aujourd'hui. C'est-à-dire que l'édition sur laquelle j'ai travaillé est vraiment une édition tout à fait insuffisante, ça, je le dis honnêtement, dans la postface aux rééditions qui en ont été faites. Au moment où je l'ai fait, c'était donc dans les années 50, c'était la seule édition existante, et le responsable, qui est Adolphe Frisé, qui est au fond jeune homme, il avait été enthousiasmé par Musil, et il avait écrit des articles à ce moment-là, il est entré en contact avec Musil donc à ce moment-là, et il a poursuivi, donc, puisqu'il a au fond consacré sa vie à ce travail. Mais cette édition, d'une part, il ne connaissait pas l'ensemble des documents qui ont été découverts beaucoup plus tard.
et c'était donc après la mort de Musil de toute manière. Et d'autre part, l'éditeur, bien entendu, là, et probablement peut-être Mme Musil elle-même, l'ont-ils pressé d'établir quelque chose qui fut vendable, lisible, présentable. Donc c'est une édition à laquelle on peut reprocher peut-être d'avoir été un peu rapide, mais à laquelle on doit Musil tout de même, donc il ne faut pas l'oublier. Alors ce qu'il a fait, disons ce qui est le plus discutable, c'est qu'il a donné tout simplement dans cette partie donc posthume, qui est la seconde moitié de la seconde partie, il a donné des numéros au chapitre comme si, et c'est l'illusion qu'ont encore aujourd'hui les lecteurs français finalement de L'Homme sans qualité, comme si Musil lui-même avait proposé cette succession, alors que justement est intégré dans cette édition ce fameux Voyage au paradis, par exemple, dont on peut penser aujourd'hui que Musil l'aurait écarté d'une version définitive. Alors il y a eu des attaques très vives des spécialistes de Musil, notamment d'un couple qui, lui, s'était occupé de la traduction anglaise très tôt, qui étaient les Kaiser Wilkins, et qui, eux, ont été dans une direction tout opposée, c'est-à-dire qu'ils ont vu dans ces chapitres sur l'amour séraphique dont je parlais il y a un instant, d'une manière incontestable, la dernière orientation de la pensée de Musil, ne serait-ce que parce qu'il travaillait le jour de sa mort à un de ses chapitres, ce qui n'est pas tout de même une raison majeure, parce que ça peut vraiment être le hasard, mais il est indéniable que ce sont les chapitres qui l'intéressaient à un tel point, qui le préoccupaient à un tel point, qu'il en a fait 5 ou 6 ébauches successives que l'on possède. Et ils ont décidé qu'au fond, Musil, c'était un homme qui... le sens dernier de son œuvre, c'est que c'était une sorte de mystique profane, si vous voulez. Et là, ils sont allés certainement au-delà de ce qu'on peut dire d'un écrivain qui était à ce point divisé en lui-même depuis toujours entre des directions vraiment inconciliables, et qui était encore une fois un homme des possibles, qui gardait donc toutes les versions antérieures, comme si, après tout, il avait peut-être envisagé un jour d'y revenir. Alors l'édition anglaise a été en partie... en tout cas pendant un certain nombre d'années, a été celle de ces traducteurs-là, donc allait dans une autre direction déjà. Et les critiques, en partie justifiées, qui avaient été faites à la première édition, donc celle dont je me suis servi, ont amené, mais beaucoup plus tard, Frisé, à refaire une nouvelle édition qui existe maintenant en allemand, où il a introduit infiniment plus de textes que dans celle qui existe en français, en puisant dans ce matériau dont on me dit qu'il y a 10 000 feuillets. Donc c'est une chose qui est presque impubliable pratiquement, même en allemand, ou alors ce sera réservé vraiment aux spécialistes qui voudront lire la moindre petite note codée que Musil aura écrit à propos d'un des moindres personnages du roman. Hier bin ich gestanden. So ist gestanden. Nein, so. So ist gestanden. Du hast Schach. Ja, gut, was hat er denn tun da? Was Schach? Schach ist, geht weg und was? Was hat er denn tun da? Il y a un problème de temps parce qu'il y a un problème de montre, de réveil. Vous avez vu? Oui, justement, là, il jouait une partie à la montre, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, une partie très rapide, donc justement qui joue plus sur la tactique que sur la stratégie. Et oui, là, on passe dans un temps rapide. Mais vous vouliez parler de quoi à propos du temps? Vous pensez que la stratégie de l'infidélité permet d'élargir le temps? Oui, je pense d'une certaine manière, elle permet de l'intensifier, c'est-à-dire elle évite aux choses de traîner en longueur, on pourrait dire. Hein? C'est-à-dire, par exemple, quand on est confronté à une situation infidèle au sens large, je veux dire même, prenons l'exemple le plus banal, la situation amoureuse, votre ami est infidèle, d'une certaine manière, vous avez un temps qui s'élargit à ce moment-là, parce que vous vivez des choses, oui, plus ou moins intense, on peut dire, ou plus ou moins problématique. C'est peut-être la question problématique qui est en suspens, et vous êtes obligé de redéfinir une autre existence de vous-même. L'autre va avec d'autres, et vous pouvez plus vous appuyer sur lui. Vous ne pouvez pas non plus vous appuyer sur vous-même, car vous parlez de votre relation, donc vous êtes appuyé en principe sur une relation, et non pas sur vous-même uniquement. Donc à partir de ce moment-là, il faut intégrer tout ça. Et ça demande une intégration, donc une vision, on pourrait dire, en largeur. Il s'agit de prendre un objet supplémentaire, de l'intégrer, car si toutefois votre ami est infidèle, vous aime toujours, alors la problématique n'est pas simple. Curieusement, tous les personnages de L'Homme sans qualité ne sont jamais uniques. Ils sont tous doubles. Oui, c'est vrai, oui. Ils sont tous doubles.
Pour quelle raison? C'est parce que pour moi, Moussil a toujours proposé, en dehors de la dispersion des passions qui au contraire s'élargissaient en engrangeant le maximum de personnes peut-être. Je ne sais pas jusqu'à quelle limite ça peut aller, mais je ne pense pas que ça puisse aller à de grosses consommations d'objets, on pourrait dire. Mais dans un certain cas, on peut penser que 3, 4, 5 personnes, oui, c'est possible. Et parce qu'on n'est pas unique, il n'y a pas de stabilité du moi. On pourrait dire ça. Dans L'homme sans qualité, comme d'ailleurs dans toute l'œuvre de Moussil, il y a, comme vous avez dit, peut-être une stratégie de l'infidélité, c'est peut-être le mot est exagéré, mais il y a un motif au moins, au sens de Musil l'employait, de l'infidélité, et qui, oui, on peut dire d'un certain côté qu'il y a son origine dans sa relation parentale. On sait que la mère de Moussil avait un amant, et cet amant habitait à la maison avec le mari. Et l'amant d'ailleurs avait énormément d'importance puisque c'est lui qui assistera à la mort de la mère de Moussil. Donc ce principe d'infidélité, disons, qu'il a traduit après comme principe qu'il appelait le PDRI, le principe de raison insuffisante, on pourrait dire, et qui est le fait d'un intervenant troisième dans une relation à deux, rejoint évidemment ce qu'on a dit sur le billard d'un certain côté, mais cette relation à trois n'est pas à comprendre dans le sens où on voit la tradition du marivaudage et du troisième qui arrive comme un espèce de supplément de trouble, mais là au contraire le supplément de trouble chez Moussil doit être intégré. Comment voyez-vous le Clarisse et Walter devant Agathe et Ulrich? Bon, alors là, c'est surtout le personnage de Clarisse qui est un personnage important parce que tout ce que Moussil, au fond, explore dans le roman, tout ce qu'il explore dans les limites de la perte du moi, disons. Bon. Il l'explore évidemment de différentes façons. La figure centrale, c'est Ulrich, puis Agathe. Mais Ulrich, de ce point de vue, a ses rivaux, si je puis dire, mais ses rivaux pathologiques, en la personne de Clarisse, en la personne de Moosbrugger, qui est important dans le roman, le fameux assassin des dames. Et Clarisse vient prendre place dans ce jeu qui est un jeu fait, je crois, de variations, où l'on peut lire en permanence tout un ensemble de renvois. Clarisse ressemble à Ulrich, Ulrich ressemble à Clarisse. Il y a chez Ulrich quelque chose qu'il possède en commun avec Moosbrugger, etc. Et bien entendu, c'est ce qui explique peut-être la tendresse d'Ulrich pour Moosbrugger, l'intérêt qu'il porte à Clarisse et à quelques autres personnages peut-être un peu plus secondaires qui entrent un petit peu dans cette catégorie. Et finalement, Moussil a vécu un peu comme un roman policier d'après les journaux. Mm-hmm. Il allait un peu à la découverte de cette folie-là. Oui, tout à fait. Bon, il se trouve qu'il s'agit d'Alice Charlemont, qu'il connaissait, mais qui en outre, je crois, il me semble, l'intéressait en tant que cas, si j'ose dire, cas vivant. Puisque, par ailleurs, en même temps que Moussil interrogeait dans le personnage de Clarisse quelque chose qui se configurait autour, justement, de ce qu'il finit par nommer l'autre état. Bon. En même temps, Moussil lit un certain nombre de choses sur la psychasthénie, il lit des psychiatres, il lit Bleuler, il lit, etc. Donc là, il y a toute une recherche de la part de Moussil qui est importante pour son œuvre, puisque cette recherche, il l'accomplit dans la perspective de l'œuvre, donc de l'homme sans qualité. Ammerlingstraße, Kurzstreckengrenze. Umsteigen zu den Linien 13a und 14a. Vienne, hôpital psychiatrique, Steinhof, le docteur Pörsner. Das, also wenn man den Steinhof vergleicht mit einer Kurstadt,
Ja? Lorsqu'on compare le Steinhof donc à une ville de cure, une ville thermale, dann ist das sozusagen das Rathaus. Ça, ce serait la mairie, par exemple. Ja? Das Kurtheater. Ce serait le théâtre, donc. Die Kirche der Kurstadt. Alors l'église, ça serait l'église. Das ist das Cottage-Viertel. Alors ça c'est ce qu'on appellerait donc le quartier de cottage, le quartier chic, donc résidentiel. Und das sind die normalen Gebäude. Oui, ça c'est le quartier normal, le quartier moins chic. Ja? Und Sie sehen, der Aufbau ist ganz anders. Ja? Hier waren die Aristokraten untergebracht, die Ausstattung. Voilà donc les aristocrates donc. Ja? Die Ausstattung war anders. Man hat also in den Gebäuden dort hat man gehabt Wintergärten, Bibliotheken. Il y avait des jardins d'hiver, des bibliothèques dans ce quartier chic. Ja? Und Studios zum Malen. Ja? Oui, des ateliers pour faire de la peinture, par exemple. Schwimmbad. Le Steinhof est plein de précautions non, à l'égard des malades. Ah oui, Otto Wagner avait construit une église à l'intention des malades. Il avait construit également un théâtre, donc, qui est très connu justement pour cette architecture. On constate par exemple dans la construction de l'église un plancher donc, qui a été construit, qui est incliné, non pas droit mais incliné, de manière à ce qu'on puisse lessiver donc plus facilement l'église après la messe, puisque on sait très bien que les malades crachent de temps en temps, il y a des pertes de sang, c'est relativement sordide, mais enfin c'était très pratique. On constate aussi que les bancs sont arrondis, il n'y a pas de coin non plus, de façon à ce qu'ils ne se blessent pas. Ja, damals war es so, dass eben auf der Westseite auf der Ostseite, ja, das ist Süd-Nord-Achse, auf der Ostseite die gradzahligen Pavillons, also 2, 4, 6 bis 24, waren die Männer untergebracht und auf der Westseite ungradzahlige Pavillons die Frauen. Donc à l'est, donc dans les pavillons donc qui avaient un numéro pair, on avait les femmes. Et de l'autre côté, donc, dans les pavillons en numéro impair, on avait les hommes. Donc une séparation homme-femme. Allô? Wen wollten Sie? Nous avons sous nos yeux maintenant le cahier numéro 6 qui date de 1911. Et le 13 décembre 1911, Musil écrit « Ecce homo, in die Augen springen die Parallele mit Alice. Wie sie als Karikatur völlig nach den persönlichen Erkenntnissen und... » Alors le parallèle avec Alice saute aux yeux. Sous forme caricaturale, elle calque littéralement sa vie sur les découvertes et les recettes personnelles de Nietzsche. Mais les termes sont différents. Et il y a peut-être dans ces ridicules le même sérieux. À ceci près que N en a trouvé une traduction non ridicule. Ce passage que nous venons de lire concerne le personnage de Clarisse, de l'homme sans qualité. Et le personnage sur lequel s'est basé Musil était Alice Charlemont, la femme d'un ami d'enfance de Musil, Gustave Donat. Elle était la fille d'un peintre de cour très connu, Hugo Charlemont. Et Musil a été même le témoin en 1907 de leur mariage. Il a été très près de ce couple au début et surtout il a suivi les premiers signes de la maladie d'Alice qui finalement a sombré dans la folie et est morte en 1942. Alice a longtemps séjourné au Steinhof. Oui, elle a été d'abord soignée au début de sa maladie à Munich par un psychiatre connu, Kraepelin, puis après elle a été internée au Steinhof, dans un des pavillons. Und ein zweites Prinzip der Aufteilung war, et pour revenir donc à ce problème de séparation, dass rund den Eingang bzw. das Verwaltungsgebäude donc on remarque tout autour waren donc untergebracht die Ruhigen. Man hat unterteilt zwischen ruhig, halbruhig und unruhig. Ja? Und die Ruhigen waren hier untergebracht, halbruhig weiter außen und ganz außen die Unruhigen. Oui, donc autour de cet axe principal donc, qui recouvre ces bâtiments de direction, on avait une structure en forme de cercle. Sur le premier cercle, on avait les malades relativement calmes. Le deuxième cercle, les plus tourmentés. Et plus le patient redevenait normal, plus il se rapprochait de la ville. C'était le principe officiel, en fait. Mais ce n'était pas le...
Nous dirigeons maintenant vers le pavillon 24. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's? Gut? Ja gut, ja? Ist gut? Alles in Ordnung? Gut. Alles in Ordnung, okay. Clarisse pressentit le piège que lui tendait le représentant de la sécurité publique. Mais ce soupçon n'avait pas de valeur pour elle, pas de sens causal pour ainsi dire. Je suis malade et fatiguée, se dit-elle. Il veut m'attirer dans un hôpital. Ce n'est pas raisonnable de ma part de le suivre. Mais ma folie tient simplement à ce que je n'entre pas dans l'ordre général, à ce que ma causalité n'est pas la sienne. Ce n'est que le dérangement d'une fonction accessoire qu'ils surestiment. Leur attitude est un pur manque d'esthétisme. Selon leur rapport de causalité, mes actes et mon comportement sont d'une malade. Ils ne voient pas le reste. La première visite de Clarisse fut pour le bain, car le transport l'avait agitée. C'était une pièce rectangulaire avec un sol carrelé et un bassin complètement rempli d'eau. Les marches y conduisaient de la porte. Deux corps éthiques fixèrent sur elle des regards nostalgiques, appelant la délivrance à grands cris. C'étaient ses meilleurs amis, Ulrich et Walter, dans leur corps de péché. Dans la nuit, le pape coucha près d'elle, sous la forme d'une femme. L'église est ténèbres, se dit Clarisse. Elle éprouve la nostalgie de la femme. Il y avait une faible lueur dans la salle. Les malades dormaient. Le pape tâta la couverture de Clarisse et chercha à se glisser dans son lit. Il désirait sa femme. Clarisse en fut heureuse. Les ténèbres désirent la rédemption, murmura-t-elle, tout en cédant aux caresses du pape. Le péché du christianisme fut effacé. Puis le roi Louis de Bavière fut couché en face d'elle, et ainsi de suite. Ce fut une nuit de crucifixion. Donc chez le docteur Stossel. Est-ce que vous pourriez nous présenter le pavillon 24 ? Si vous voulez, bien sûr, nous sommes maintenant dans un état un peu désolant parce qu'on renouvelle les bains chez nous. Donc on travaille ici. C'est pas la station comme elle est normalement. Et on peut visiter les bains ? Tout ce que vous voulez, on n'a rien à cacher. Ici, c'est Akutstation. C'est la station où les malades, actuellement malades, c'est-à-dire quelqu'un qui a une exacerbation, il vient ici, n'est-ce pas? Donc vous les prenez à leur arrivée au Steinhof? On prend personne, ils viennent, la plupart des gens viennent par eux-mêmes. Et il y a une chose que nous n'aimons pas, qui sont envoyés par des médecins, ça s'appelle Amtsarzt, c'est un médecin de l'État, quand un malade... Travaille avec à la police? Malheureusement. Ici, voilà une chambre avec 4 lits, n'est-ce pas? Où sont des malades féminins, n'est-ce pas? Une partie des malades qui sont dans un état acute, c'est ça? Dans un état grave. Grave. Ils sont encore dans le lit, mais normalement, ils sont hors des lits, n'est-ce pas? Dans le passé, il y avait des grandes salles avec beaucoup de gens, n'est-ce pas? Maintenant, ce sont au maximum 4 à 5 personnes et notre tendance est de réduire. Quand je suis devenu chef ici, par exemple, cette station avait 35 lits, n'est-ce pas? Ce sont les bains ici qui sont en travail, si vous voulez. Aber man muss auch reingebracht werden. Aufmachen. Bitte. Und zwar sofort, wenn ich bitten darf.
beaucoup d'interventions. On nous fait des bains tout à fait modernes, n'est-ce pas? C'est un travail qui va durer pendant quelques mois. Promenade sur la Hauptallee. Martha, mal disposée, m'a fait des reproches inutiles qui m'ont refroidi. Tu vas t'en aller, je resterai seule, je me tuerai, je vais t'abandonner. Dans une faiblesse momentanée, Martha est descendue bien au-dessous de son niveau. Elle s'est conduite comme une femme jalouse ou délaissée qui s'emporte. Naturellement, cela n'a aucune signification personnelle pour nous deux. 6 novembre 1941. Une matinée amicale, voire tendre, mais sans coït. Comment était-ce durant tous ces jours, toutes ces années? Comment étaient disposés les lits dans les chambres? Comment se déroulait ce qu'on présuppose aller de soi? Pas de satiété, pas de lassitude? Quelques signes parfois, mais après. Le mariage qui résiste depuis des décennies. Mais est-ce que vous pensez que Mosil est un homme libre ou que sa vie est extraordinairement liée à Martha? Elle semble très... Oui, c'est une très étrange histoire, la vie de Musil, telle on commence à mieux la connaître avec les documents qui apparaissent. Je ne sais plus où j'ai lu, certains de ses amis ont dit qu'il était extraordinairement différent quand il n'était pas avec elle, ce qui devait être relativement rare, je pense. C'est-à-dire beaucoup plus ouvert et beaucoup plus vivant et beaucoup plus... Enfin, ayant des contacts plus faciles, puisque une des évidences qui ressort de la lecture de sa correspondance, c'est que tout de même, ce n'était pas un homme très chaleureux de contact. Mais il semble donc que peut-être cette sorte d'attache qui en même temps était très forte, puisqu'il y a ce très émouvant aussi petit feuillet qu'on a redécouvert beaucoup plus tard, cousu dans la doublure du manteau de Martha, et qui est un des seuls passages où il dit le plus nettement, enfin le plus ouvertement cette passion pour elle, n'est-ce pas, dans des termes vraiment charnels. Enfin. Donc il y a dû y avoir une espèce de lien quasi de gémellité, ça c'est sûr, d'autant plus que c'était une femme intelligente, donc avec laquelle il pouvait parler. Et puis en même temps, peut-être s'est-il enchaîné à elle d'une manière encore peut-être caractéristique aussi de sa nature, mais dont il a dû vraiment souffrir sans jamais le laisser entendre dans aucun texte. Mais... Vous avez parfois imaginé l'exil de Mosil, sa fin à Genève? Ah oui, on l'a. D'abord, j'ai vu l'endroit où, enfin un des endroits, parce que la petite maison où il est mort a été démolie. Enfin, on la connaît par des photographies, et puis naturellement, j'ai vu la pouponnière dont il a été locataire pendant 1 an ou 2, je me souviens plus exactement, hein, et où on a posé une plaque. En présence d'ailleurs encore du pasteur Lejeune, qui se trouve être un des seuls hommes qu'il a été aidé vraiment dans cet exil suisse. Tout ce qu'on en devine à travers le journal et les lettres est plutôt effrayant. Oui, c'est comme une glaciation, enfin, mais qui tient à... C'est presque tout qui est contre lui à ce moment-là, puisqu'à la fois il est devenu quelqu'un que plus personne ne connaît et qui doit vraiment mendier, et notamment mendier l'aide de Thomas Mann, dont il avait dit pique-pendre, très injustement d'ailleurs, quelques années auparavant. Et donc ça devait être pour un homme de son orgueil très effrayant. Étude pour la séance finale et ce qui s'y attache concernant Agathe Ulrich. Toutes les lignes aboutissent à la guerre, chacun la salue à sa façon. L'élément religieux dans la déclaration de guerre, l'action, le sentiment et l'autre état n'y font plus qu'un. Ulrich à la fin, comprendre, travailler, être pieux sans illusion, plus le résultat final de l'utopie de la mentalité inductive. Il le sent, mais ne se dérobe pas à la mobilisation.
Agathe, le monde des hommes ne l'a jamais concerné. Atroce son explosion dans la mobilisation. La guerre de religion permanente s'actualise enfin. Son idée à lui, c'était de terminer le roman, de lui apporter pas une conclusion, mais une fin. Bon. Et on sait même, en ce qui concerne la fin du roman, on se la connaît. On sait de quoi elle est faite, cette fin? Oui, la guerre, tout simplement. Le roman devait s'arrêter au moment où la guerre était déclarée. La guerre constituait donc la fin, et au deux sens du terme probablement, de ce roman. Bon, cela dit, il fallait y aboutir. Et c'est là que les choses, je crois, se sont terriblement compliquées, et c'est en se plaçant de ce point de vue que l'on peut dire que peut-être Musil n'aurait pas terminé son roman. Vous allez vous y replonger dans la traduction de L'homme sans qualité? Non, j'ai assez peur. Enfin, c'est-à-dire j'ai passé tant d'années avec ces livres et cet auteur qu'évidemment je suis arrivé à un moment donné à un point de saturation où je n'avais plus envie d'en lire une seule ligne. Ça, c'est assez normal. Et surtout après le travail des journaux, qui évidemment était vraiment un travail très très ingrat et qui m'a beaucoup fatigué parce qu'il y avait aussi une énormité d'appendices, de notes dans lesquelles il fallait choisir. Je n'en ai donné qu'une toute petite partie, c'est encore très considérable. Bien, alors il y avait une lassitude compréhensible, mais je pense que puisque le livre existe dans ma version, il en existera peut-être d'autres dans 20 ans, mais ce serait presque aberrant d'imaginer que l'on redonne notamment des variantes de certains chapitres par un autre traducteur que par moi. J'aimerais beaucoup que vous lisiez ce carnet qui est devant nous. Enfin, lire et aussi ouvrir. Ici, nous avons, ce sont des manuscrits, mais qu'il intitule, par exemple, Ideenhauptblatt. Donc, c'est une page où il a transcrit les différentes idées qu'il devait reprendre après dans les chapitres de L'homme sans qualité. Nous avons, par exemple, ici Ohnmacht, Wirklichkeit, Erlöser, Gleichnis und Symbol. Ohnmacht, donc, c'est l'inconscience, Wirklichkeit, la réalité, Erlöser, c'est une des premières ébauches de L'homme sans qualité qui remonte aux années 16-17. À côté de chaque mot, il y a un renvoi avec une lettre de l'alphabet et des chiffres. Par exemple, nous avons E, ça qui voulait dire Einzelblatt, donc une page unique. Il y a aussi le AN, qui voulait dire Anfangnotiz, des notes pour le début. I, qui voulait dire idée. Ici, nous pouvons par exemple le terme Erlöser, où il donne différents chiffres, ce qui montre finalement pour des chercheurs futurs toute la difficulté à retrouver une ligne de conduite à travers tous ces manuscrits. Les manuscrits qui concernent L'homme qualité représentent plus de 6000 pages. 6000 pages dont les 3/4 sont des notes, des chapitres remaniés, raturés. Donc c'est un travail gigantesque. Et décevant finalement. Décevant. Non, et pour Musil. Robert Musil, un homme sans qualité, avec Pierre Pachet, Volker Schlöndorff, Philippe Jacotet, Joël Roussier, Léopold Persner, Laurence, Jean-Pierre Cometti, Annette Deiger, du centre de recherche Robert Musil de Sarrebruck, dirigé par Marie-Louise Roth. Texte lu par Marcel Cuvelier. Enregistrement et mixage, Alain Claudel, Dominique Allard, Géant Richard Dufour. Réalisation, Jean-Claude Loiseau. Une émission de Jean Dève.